Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa pour cet entretien exclusif. Notre invité aujourd'hui est une personnalité politique qui compte dans la vie du Niger. C'est un ancien Premier ministre à 3 reprises, président de l'Assemblée nationale. Hama Amadou est notre invité exceptionnel dans une situation perturbée politiquement. Après le coup d'État militaire du 26 juillet dernier, Hama Amadou, dont la parole était attendue, la figure de l'opposition nigérienne, lui qui a été rival de Mahamadou Issoufou, l'ancien président, et de son successeur déchu, Mohamed Bazoum. Bonjour Hama Amadou. Bonjour. Tout d'abord, comment vous avez accueilli la nouvelle de ce coup d'État? Je rappelle que vous ne vous étiez pas exprimé encore dans les médias. Quelle est votre première réaction? Et comme pratiquement tous les Nigériens, et même certains partenaires extérieurs du Niger, l'événement a été pour nous comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. C'était la surprise la plus totale. Et bien entendu, comme toute surprise, c'était des points d'interrogation nombreux qui étaient dans notre esprit. La réaction de votre parti s'est faite attendre. On a vu circuler sur les sites internet de presse d'actualité des prétendus communiqués qui affirmaient que vous condamniez ce coup d'État. Est-ce que vous confirmez l'existence et la véracité de ces communiqués? Tous ces faux documents sont des manœuvres malveillantes de la part sans doute de mes ennemis habituels. Donc au Niger, c'est connu et ceux qui sont tombés ont toujours tout fait pour marquer ma personnalité de stigmate plus ou moins malodorant. Dans le cas d'espèce, ce sont des faux mal montés et le style avec lequel le document qui circule maintenant partout est écrit ne correspond pas du tout au mien et les Nigériens savent de quelle manière je m'exprime en général. Oui, et globalement, cette réaction, cette manœuvre qui est faite à votre encontre, pourquoi? Comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous qu'on fabrique des réactions du modèle Lumana? Bon, ça, je pense qu'il faut plutôt poser la question à ceux qui ont eu l'intelligence de fabriquer ces informations. Est-ce que l'objectif, c'est de vous discréditer vis-à-vis du futur politique éventuel que vous pouvez avoir? Moi, je pense que c'est surtout pour essayer de mettre en conflit avec les nouvelles autorités. Et ils m'ont, eux, maltraité pendant de longues années. Je suis toujours prisonnier sur la base d'incriminations fantaisistes, sans preuve, qu'ils ont concoctées afin de me garder en prison ou loin du Niger. Bon, maintenant qu'ils sont tombés, bien entendu, il faut aussi créer les conditions pour que les militaires au pouvoir me considèrent également comme un homme à abattre. C'est un jeu malsain, mais c'est leur jeu habituel. Alors revenons-en à la situation au Niger donc, et le cas donc, de la CEDEAO qui a fixé un ultimatum à la junte pour le retour de ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire aussi réhabiliter le président Bazoum. Comment expliquez-vous cet ultimatum? Est-ce que vous redoutez qu'à terme, l'hypothèse d'une intervention militaire, comme a été brandi, il a été brandi là ces derniers jours, se réalise? Cela me paraît simplement une marque de mépris à l'endroit du Niger, du peuple nigérien et de l'armée nigérienne. Imaginez un peu que le coup d'État, je ne le souhaite pas, était survenu au Nigeria. Est-ce que la CEDEAO allait montrer tant d'empressement à vouloir monter une opération militaire pour ramener le président déchu du Nigeria au pouvoir? La question se pose. Cette opération militaire
est, dans tous les cas de figure, est incompatible avec les dispositions sur le protocole de non-agression qui existe entre les États membres de la CEDEAO. Et que personne ne s'en préoccupe me surprend également beaucoup. Je pense que la CEDEAO agit dans l'émotion et peut-être aussi en se disant, bon, l'armée nigérienne n'est pas aussi forte que ça. Si nous formons une coalition, il est possible que nous les mettions à terre. Ce sont des suppositions, bien sûr, mais tout laisse penser que c'est surtout par mépris pour notre pays que cette attitude a été adoptée par des pays que nous considérons jusqu'ici comme des pays frères. Et pour tous les Nigériens, c'est un comportement scandaleux. Et nous considérons que par rapport au traité de la CEDEAO, c'est une trahison. Et surtout les fondements, quels pourraient être même les fondements légaux d'une intervention militaire? Est-ce que la CEDEAO a le droit d'intervenir militairement dans un de ses pays membres? La question simplement qu'il faut se poser, est-ce que, à la place du peuple nigérien souverain, qui élit librement ses dirigeants à travers des élections, soi-disant au nom de la démocratie, il appartient à une puissance extérieure ou à des puissances régionales d'essayer d'imposer une démocratie qui n'est pas conforme aux attentes du peuple nigérien. Je rappelle que dans une de ses nombreuses interventions, l'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou, dit que le Niger n'est pas encore une démocratie, mais il n'est rien d'autre qu'un pays en transition démocratique. Autrement dit, un pays qui s'inscrit dans le droit fil des démocraties dites illibérales. Assez étonnant pour un président élu démocratiquement. Il l'a dit de manière formelle et tous les Nigériens l'ont entendu. À partir du moment où le président Issoufou lui-même dit que le Niger n'est pas encore une démocratie, cela signifie qu'il accepte que la démocratie qu'il exerçait sur le Niger est une démocratie dans laquelle les libertés individuelles, les libertés publiques, tous les droits des citoyens que l'on reconnaît habituellement aux gens dans une vraie démocratie ne sont pas à l'ordre du jour. Par conséquent, sa gouvernance, d'une manière générale, a été une gouvernance du pire. Les pays voisins, avec la chute de ce régime qui n'est pas une démocratie, se hâtent de se mettre ensemble pour dire qu'ils vont venir imposer cette démocratie illibérale sur le peuple nigérien. Vous trouvez que cela est normal? Quand un peuple a souffert des comportements de ceux qu'il a élus, croyant qu'il le faisait dans l'esprit de la démocratie, croyez-vous vraiment que ce peuple n'a pas besoin de changement? Et ce qui arrive aujourd'hui, et ça se voit, le peuple nigérien est massivement, spontanément sorti pour soutenir son armée. À partir de ce moment, les voisins n'ont pas à se mêler des affaires intérieures d'un pays. C'est le peuple souverain du Niger qui, s'il était attaché au régime qui vient de tomber, allait sortir massivement au contraire pour défendre celui qu'ils ont élu. Mais c'est le contraire qui se passe. Et ce sont des pays étrangers au Niger qui se déploient pour attaquer le Niger, soi-disant pour ramener un régime dont les Nigériens ne veulent plus. Vous ne trouvez pas ça paradoxal? Alors d'un autre côté, on a l'attitude assez offensive de certains pays. Et puis vous avez reçu le soutien du Burkina Faso et du Mali. Vous avez vu d'un bon œil ce soutien?
Mais tout à fait, parce que quand on forme une coalition pour attaquer notre pays, et tout naturellement, nous ne pouvons que nous féliciter de la prise de position de pays comme le Burkina et le Mali, qui disent qu'ils vont aider le peuple nigérien à défendre sa souveraineté. Et éventuellement la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry et même l'Algérie. L'Algérie qui dit qu'une intervention militaire pourrait avoir des conséquences graves sur son pays et y est donc opposée. Opposé veut dire que si ça se passe, il serait également capable de pénétrer au Niger. Et c'est une guerre régionale qui s'enclencherait. Et serait pour toute la sous-région ouest-africaine une catastrophe sans nom. Parce qu'en plus des terroristes qui pullulent dans toute la sous-région, parce qu'ils ne sont pas simplement au Sahel, ils sont également au Nigeria. Ils ont commencé à attaquer le nord du Bénin. Ils ont fait quelques incursions au nord du Togo. Ce qui veut dire que dans la réalité, les forces terroristes visent l'ensemble de la sous-région. Donc pendant que les armées nationales se battent entre elles, les terroristes, eux, feront quoi? On leur abandonne le terrain et ils peuvent continuer à faire des massacres en toute impunité. Je pense que réellement, la réflexion qui a conduit à cette prise de position de la CEDEAO était surtout fondée sur l'émotion et non pas la raison. Alors, la CEDEAO, au-delà de ce ton assez belliqueux, est accusée souvent d'être assujettie et de suivre des consignes occidentales, de suivre les pays occidentaux, particulièrement la France. Et quel regard portez-vous sur ces accusations? Moi, je pars du principe que tous ces pays sont prétendument indépendants. Prétendument, vous dites? Bon, comme pour toute l'Afrique qui a bénéficié d'une décolonisation à l'amiable, donc d'une indépendance plus ou moins factice, puisque les traités qui ont été signés juste à la veille de la décolonisation, c'était plutôt évertué à mettre en place des relations léonines entre ceux qui perdaient le contrôle de nos pays et ceux qui recevaient la souveraineté nouvelle. Donc tout le monde sait qu'en réalité, c'était une indépendance de façade qui avait été accordée à nos pays. Mais après 60 ans, je pense que chacun de nos pays devrait comprendre que sans indépendance véritable, il est difficile de réaliser l'objectif de développement auquel les populations de l'Afrique, d'une manière générale, s'attendent. Mais si celui qui est à l'extérieur, les puissances extérieures telles que vous le dites, ont leurs intérêts à défendre, ils vous posent un problème qui contrarie vos propres intérêts, le bon sens et la raison commandent que vous vous opposiez fortement à ces requêtes. Mais ces chefs d'État de la sous-région n'ont pas jugé bon de refuter la demande de ces puissances, je dis que ce n'est pas la faute de ces puissances, mais c'est bien la faute des Africains qui continuent à jouer encore les serviteurs zélés d'intérêts étrangers sur notre continent. Alors le ton est radical du côté de la CEDEAO, le ton est assez menaçant aussi venant de la France, même si Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a redit qu'une intervention n'était pas à l'ordre du jour de la part de la France. Mais on constate quand même beaucoup de mises en garde venant de Paris. Emmanuel Macron lui-même a déclaré qu'il ne tolérerait aucune attaque contre les intérêts français au Niger et que la réplique de la France serait immédiate.
Qu'est-ce que vous pensez de ces propos qui fusent de part et d'autre et surtout qui viennent encore une fois, d'en dehors du continent pour mettre en garde les Nigériens sur leur souveraineté quelque part? Ben, si vous l'avez constaté, ces menaces et ces propos bellicistes n'ont n'ont pas fait frémir un seul poil des militaires nigériens, encore moins du peuple nigérien. Donc on peut menacer, mais pour un Sahélien, si vous le menacez, si vous dites où, ben, il attendra de voir le où jusqu'où vous allez le porter. Donc ce sont des menaces. Et en politique, c'est aussi une manière de faire pression. Mais tout dépend de celui qui écoute et de la valeur qu'il accorde à ces menaces qu'on lui fait. Et les Nigériens, en tout cas, ont démontré que ces menaces les laissent de marbre. Si la France dit qu'elle sera intraitable par rapport à ses intérêts, la France devrait simplement comprendre qu'ainsi disant, ils appellent aussi les Nigériens à se montrer intraitables par rapport aux intérêts de leur pays. Alors, il reste encore 1500 soldats français stationnés au Niger. Est-ce que leur présence sur place doit être remise en question? On sait que le pouvoir actuel, la junte, a dénoncé les accords militaires signés avec la France. Est-ce que maintenant, c'est le moment, peut-être, à la suite de cette dénonciation, de remettre en question la présence de ces militaires? Parce qu'encore une fois, Catherine Colonna nous dit que leur départ n'est pas à l'ordre du jour. Bon, vous savez, les autorités nouvelles ont déclaré de manière très claire qu'ils dénoncent de manière formelle. Et ils ont écrit, je pense, à cet effet à l'ambassade de la France au Niger pour lui notifier qu'ils mettent fin à ces accords. Et conformément à ces accords, la France a un mois pour mettre en application l'esprit même de ces accords. Mais nous avons entendu, comme vous le rappelez tout à l'heure, que la France dit qu'elle ne peut pas accepter une injonction venant d'un gouvernement illégitime. Je voudrais simplement rappeler qu'en 1974, lorsque le président Kounché avait fait le coup d'État contre le président Diori, la base française qui était au Niger avait été priée illico presto de quitter le Niger. Les autorités françaises de l'époque n'ont pas prétendu que Kounché était un pouvoir illégitime. Les autorités françaises de l'époque se sont aussitôt exécutées. Je pense en droit, on parle d'usage. Donc ce précédent peut être considéré comme un usage. Et dans tous les cas, si la France ne met pas en œuvre sa puissance pour ramener les anciennes autorités avec lesquelles elle a signé ces accords, il est évident que tôt ou tard, elle devra s'exécuter. En outre, il y a à se poser des questions sur la validité réelle de ces accords. Parce que l'article 169 de la Constitution du Niger, en tout cas à l'époque où ces accords ont été signés, cette Constitution était encore valable. Cette Constitution disait de manière très claire que les accords de défense, pour être valables, doivent faire l'objet d'une loi de ratification par l'Assemblée nationale. Or, ces accords n'ont jamais été soumis à ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Dès lors, on est en droit de se poser la question de savoir
si ces accords sont légitimes. On parlait même c'est un accord entre un individu et un gouvernement étranger. On a longtemps parlé d'accords secrets, même des termes qui n'étaient pas totalement... On ne peut pas, dans ce cadre, parler d'accords secrets. Parce que dans une démocratie, quand un pays signe des accords avec un autre, ces accords ne peuvent pas être secrets, puisque ces accords, tout naturellement en démocratie, doivent suivre la voie légale de leur acceptation par le peuple nigérien. Et la procédure en vigueur prévue en la matière, c'est que ces accords doivent être soumis à la loi de ratification de l'Assemblée nationale, à un débat au niveau de l'Assemblée nationale, un débat qui est public d'ailleurs, qui permettrait aux Nigériens de savoir si oui ou non, c'est la teneur de ces accords lui agrée. Mais dans le cas d'espèce, ce sont des accords qui ont été signés entre le président de l'époque et le gouvernement français. Tant qu'ils n'ont pas reçu la ratification de l'Assemblée, ce sont des accords qui ne peuvent pas être jugés légitimes. À l'époque, la justification qui est mise en avant, c'est de devoir lutter vite contre le terrorisme, le djihadisme au Sahel. Est-ce qu'on est face à un échec? La force Barkhane a été mise en déroute, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso. Est-ce que c'est aussi la conséquence simple de cet échec-là, si on part du principe que le but de cette opération militaire ait été de lutter contre le djihadisme ou peut-être de préserver avant tout les intérêts miniers probables de la France? Bon, les intérêts économiques de la France, c'est la France qui les connaît. Mais plus d'une fois, dans des entretiens que j'ai eus avec des responsables français, on m'a fait comprendre que la France n'avait plus aucun intérêt économique au Niger. Vous y croyez? Si mon interlocuteur me dit de manière explicite qu'ils n'ont plus aucun intérêt économique au Niger, je suis tenté de les croire. Mais dès lors qu'ils n'ont plus d'intérêt économique au Niger, pourquoi? Et toute cette furie est face à un coup d'État qui ne leur apporte rien du tout, ni en bien ni en mal. Donc maintenant, s'ils évoquent des intérêts économiques, je me demande s'ils ne sont pas des intérêts économiques de la même nature que les accords de défense qui ont été signés. Ça veut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des intérêts secrets. Mais quels sont-ils? Mais c'est assez étonnant, sachant que la société Orano, anciennement connue sous le nom de Areva, société d'exploitation minière à but nucléaire, qui exploite l'uranium au Niger, continue ses activités et a été, disons, un peu en ordre de bataille aussi au début de ce coup d'État, en déclarant une espèce de réunion d'urgence. Ça veut dire qu'il y a une activité minière quand même officielle de Orano au Niger qui continue. Mais bien sûr, la Somaïr continue toujours de produire de l'uranate, le produit de base pour la fabrication de l'uranium, métal. Et je crois que jusqu'à présent, la Somaïr produit au moins 2000 tonnes d'uranate par an. Et si c'est cela qui constitue l'intérêt économique majeur de la France au Niger, bon, cet intérêt existe. Mais je ne crois pas avoir entendu les nouvelles autorités dénoncer les accords d'exploitation de l'uranium au Niger, entre la France et le Niger. Donc dès lors, c'est quoi la crainte de l'État français par rapport à ses intérêts au Niger? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je me dis par conséquent qu'il y a autre chose. Et quand on dit autre chose, un de mes amis qui est
géostratège, m'a fait remarquer que si la guerre est commanditée, et quelque part, c'est probablement parce que la règle d'or des géostratèges, c'est qu'il y a une terre qu'il faut contrôler, une énergie qui se cache quelque part, et puis le transport de cette énergie vers une destination qu'on s'est fixée. Alors, quand je réfléchis à ça, et je fais le rattachement de ces problèmes, de ce problème que nous vivons au Niger, à la guerre en Ukraine et aux sanctions portées contre la Russie, qui a fait perdre à l'Union européenne l'accès au gaz russe, il va bien falloir trouver ailleurs du gaz pour remplacer le gaz russe perdu. Et en parallèle, qui met aussi en difficulté probable le fait que l'Union européenne et la France notamment s'approvisionnent auprès du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan en termes d'uranium. Pour l'uranium, c'est une autre chose. Oui, je suis en train de vous dire ce qui est urgent et indispensable. Et c'est l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz. Et il se trouve que le Nigeria produit beaucoup de gaz. L'Algérie produit beaucoup de gaz. Le Niger lui-même produit du gaz. Mais tous ces gaz collectés, dirigés vers l'Europe, pourraient être une alternative. On parlait du gazoduc transaérien. Ah, ben vous voyez, qui est censé, ce gazoduc transaérien traverse le Niger pour une bonne part. Et dans la crainte de voir le territoire nigérien échapper à l'influence de l'Europe, c'est voir également la compromission de la construction du gazoduc vers l'Europe. C'est une supposition, je fais des analyses, je ne dis pas que c'est ça la vérité, mais je fais des... Dès lors, perdre le Niger devient véritablement pour l'Union européenne un gros problème. Parce que c'est la route de ce gazoduc qui est impactée. Voilà, mais je me dis, est-ce qu'un coup d'État qui change des responsables politiques par d'autres peut-il être la cause d'une rupture définitive entre l'Union européenne et le Niger? Je ne crois pas. Mais si l'Union européenne et la France en particulier adoptent une attitude belliqueuse, menaçante, violente contre le Niger et le peuple nigérien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est l'Union européenne et la France qui poussent tout droit le Niger dans les bras de la Russie. Dès lors, la perte de contrôle de ce territoire qui aurait permis de faire le gazoduc vers l'Europe devient un problème majeur. Le Niger n'a jamais dit qu'il était en conflit à cause d'un changement de régime avec l'Union européenne, ni avec la France. Ou bien l'Union européenne croit que c'est seulement le chef de l'État actuel déchu qui pourrait favoriser leur dessein par rapport à ces questions. Je ne crois pas. Tout réside entre partenaires dans la négociation et dans la compréhension mutuelle, pas dans la guerre. Surtout qu'on a connu il y a quelques années, 2-3 ans, un changement de pouvoir au Tchad qui s'est passé dans des conditions pour le moins antidémocratiques, qui pourraient être considérées comme un coup d'État. On n'a pas vu la même indignation de la part de la communauté internationale et tout au contraire, Emmanuel Macron s'est rendu à N'Djamena pour adouber le fils Déby.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu deux poids, deux mesures dans ces considérations entre le Niger et le Tchad? C'est là où se pose la question des problèmes qui affectent en ce moment la communauté dite internationale. Parce que quand on édicte des règles et qu'on les applique de manière sélective aux différents États membres de cette communauté internationale, forcément, il ne peut en résulter que des problèmes. Si on dit que celui qui vole ce mouton doit aller en prison, l'un vole un mouton, l'autre en vole 5, et celui qui en vole un, on le met en prison, et l'autre, on dit bravo. Vous pensez bien que la communauté internationale, par des comportements de ce genre, se discrédite. Et ce qui pousse beaucoup de pays africains aujourd'hui, et pas des moindres, et une bonne partie du monde, en tout cas ce qu'ils appellent le Sud global, à se dire, est-ce que ces règles doivent continuer à s'appliquer de manière sélective, ou est-ce qu'il ne faut pas organiser une nouvelle vision du monde dans laquelle la vérité de chacun pourra s'affirmer enfin, et non pas la vérité d'un seul. Alors, le président Bazoum s'est exprimé récemment dans le Washington Post pour sa première prise de parole depuis ce fameux coup d'État. Il affirme que ce coup d'État donc pourrait avoir des conséquences dévastatrices, ce sont ses mots, pour le pays, pour la région et même pour le monde. Qu'est-ce que vous pouvez répondre au président qui s'est dit d'ailleurs être otage à l'heure où nous parlons? Qu'est-ce que vous lui répondez? Et je connais le président Bazoum. Il a travaillé avec moi. Et dans les périodes où j'étais Premier ministre, il était à une période de mon ministre des Affaires étrangères, la période de la cohabitation. Je suis convaincu que cette correspondance n'est pas de Bazoum. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que, vous savez, notre code pénal est très strict en ce qui concerne la haute trahison. Et elle dit explicitement ceci, que tout Nigérien qui, par des actes de cette nature, inviterait une puissance étrangère à attaquer le Niger, a commis une faute de haute trahison et par conséquent est passible de la peine de mort. Vous voyez, Bazoum, intelligent, perspicace sur bien des points, se lever et écrire une lettre qui le condamne à mort. Quelqu'un à l'extérieur de la présidence a écrit cette lettre et a transmis cette lettre au Washington Post. D'ailleurs, beaucoup de gens sont en train de dire que cette lettre a été écrite par une agence qui se trouve en France. Et je sais que Bazoum n'est pas suicidaire. Être entre les mains des autorités militaires, parce que s'ils ne sont pas autorités civiles, elles sont au moins autorités militaires, qui, par rapport à la haute trahison, sont sans pitié, va s'amuser à écrire une lettre comme ça et se condamner à mort. Soyons sérieux. Ceux qui l'ont fait n'ont que faire de la vie de Bazoum. Ils ne se soucient pas de sa survie. C'est comme cette histoire de dire on va attaquer le Niger par des forces militaires pour les... Bazoum est entre les mains des militaires. Vous croyez sincèrement que toute attaque sur le Niger ne va pas entraîner immédiatement la condamnation à mort de Bazoum par les militaires? Il préférait sans aucun doute laisser aux intervenants un cadavre qu'un homme qui sera adoubé à nouveau dans le fauteuil présidentiel nigérien. Donc c'est pour cette raison que je ne crois pas que ce soit Bazoum qui ait fait ça.
Et je sais que Bazoum n'est pas stupide pour se condamner à mort pendant qu'il est, comme le papier l'a écrit, otage des militaires. Ce n'est pas très malin. Donc je n'y crois pas. Alors, comment on gère cette crise du point de vue de la situation humanitaire? On a vu que des sanctions avaient commencé, des sanctions économiques notamment avaient commencé à tomber. Le Nigeria qui a décidé de couper l'approvisionnement en électricité au Niger. L'aide au développement, encore que vous me direz si vous pensez que cette aide au développement était bien gérée éventuellement depuis des décennies. Mais l'aide au développement donc qui a été suspendue de la part de plusieurs pays occidentaux, comment on gère ça, sachant que la situation des Nigériens ne va pas s'améliorer avec autant de sanctions? Vous savez, moi, je fais partie des gens qui ne croient pas à l'aide au développement. C'est plutôt des moyens que le néocolonialisme a inventés pour assujettir des États indépendants. Depuis 60 ans, cette aide est octroyée aux pays africains. Cette aide a permis à quel pays africain de se développer? Donc déjà, la notion de développement contenue dans l'aide est à écarter. Mais si l'aide est une aide à la survie et non à la vie, ça devient une aide qui permet toutes les formes de chantage. Et c'est ce à quoi l'Afrique est confrontée depuis 60 ans. Si vous ne faites pas ceci, on vous coupe l'aide. Mais je pense qu'il est temps pour les Africains de se dire, on va peut-être essayer de voir s'ils nous coupent l'aide, ce que nous allons devenir. Mais je crois que les Nigériens, dans leur ensemble, sont unanimes. Qu'on coupe l'aide ne les rendra pas plus misérables qu'ils ne sont déjà. Mais en coupant l'aide, peut-être qu'ils vont devoir, comme Cuba, comme l'Iran, commencer à réfléchir, et la Corée du Nord, sur la manière de se débrouiller et de s'en sortir tout seul. Et cela est important. Donc, certaines formes de sanctions sont un élément de réveil de la conscience patriotique et également de l'intelligence de la nation pour faire face aux problèmes que ces sanctions vont générer dans le pays. Donc c'est une manière, à travers ces sanctions, d'aller davantage vers l'esprit d'indépendance et la consolidation d'une véritable souveraineté. Donc moi, on dit non, la population va souffrir, mais la population souffre déjà. Et ce n'est pas l'aide alimentaire, les petites aides qu'on envoie, qui vont changer quoi que ce soit à sa vie. Les Nigériens le savent. Quand on dit aide budgétaire, ça profite d'abord à qui? Ça profite aux fonctionnaires, pas à la population. Quand on dit aide alimentaire, ça permet plutôt d'alimenter des réseaux de trafic de tout genre, pas forcément des aides qui profitent à la population. Donc je crois que ces sanctions vont permettre aux Nigériens de s'asseoir et de se retrouver pour déterminer de quelle manière, sans les impédimenta de cette aide nocive, ils peuvent s'en sortir. Et je suis sûr qu'ils trouveront les solutions pour s'en sortir, avec tous nos voisins qui sont favorables à l'affirmation de la souveraineté de nos pays. Alors, tout à l'heure, vous avez lâché le nom qui fait trembler ici en Europe, la Russie. Après ce coup d'État, on a vu quelques manifestants qui brandissaient le drapeau russe, ce qui a fait dire à certains analystes occidentaux que Moscou pourrait avoir une main cachée derrière ce changement de pouvoir. Est-ce que l'explication de toute cette histoire serait finalement le grand méchant Poutine?
Bon, ça veut dire, si on tient compte du fait que le président Tchani était un homme très proche de Issoufou Mahamadou, c'est donc Issoufou Mahamadou qui avait monté un complot pour faire venir les Russes. Parce que Tchani lui-même n'a pas accès directement aux Russes. Ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Lui, son rôle, c'est de se battre et de défendre l'intégrité du territoire et la sécurité des gens du pays. La politique, c'est pour les hommes politiques. Donc, moi, je ne crois pas que la Russie ait quoi qu'à voir avec cette affaire. Tout le monde a été surpris. Tout le monde. Donc, si on peut créer une telle surprise, c'est que probablement les Russes eux-mêmes étaient surpris par ce coup d'État. Donc, ce sont des idées juste pour justifier peut-être la volonté de taper sur le Niger. Oui, mais l'ombre de Wagner plane un peu sur la situation parce qu'on imagine bien que la Russie va quand même proposer son aide. Est-ce qu'il faut être quand même méfiant vis-à-vis de cette aide? Est-ce que le Niger aujourd'hui doit sélectionner ses partenaires en pensant évidemment d'abord à ses intérêts, se méfier de toute aide, d'où qu'elle vienne? J'ai dit tout dépend de la manière dont les pays anciens partenaires du Niger vont se comporter envers le Niger dans cette affaire. C'est eux qui peuvent, par une politique plus réfléchie, garder le Niger, ou c'est par leur politique d'agression qu'ils peuvent pousser le Niger dans les bras de la Russie. C'est ce que je dis. Et ils vont aller avec les Russes, ils ne vont pas avec les Russes. Les seuls qui le savent aujourd'hui, ce sont les militaires. Mais les militaires, dans la multitude de communiqués qu'ils font, n'ont fait aucune référence à la Russie. Mais ils ont des amitiés solides avec le Mali et le Burkina Faso. Si le Niger est agressé, les partenaires maliens et burkinabés ont dit qu'ils viendront nous aider. Mais dans leur bagage, ils peuvent amener tout ce qu'ils peuvent. Alors, la question est de savoir si on veut réellement pousser le Niger vers la Russie ou bien faire preuve de mesures pour éviter que le Niger ne suive le chemin des autres. Alors, dernière question sur votre parcours personnel. Est-ce que ce changement de situation signifie que pour vous, c'est le moment du retour au pays et que éventuellement vous comptez proposer vos services au CNSP ou à une éventuelle transition? Et je suis pour le moment sous un statut de prisonnier, le plan judiciaire. Je ne peux décider de rentrer que si les militaires me disent de rentrer, que ce soit pour aller en prison ou que ce soit pour me libérer. Mais ça, je ne suis pas dans leur tête. Leur intention à mon égard, je ne les connais pas. Quelqu'un qui est prisonnier, va-t-il aller proposer ses services? Il est prisonnier, il n'a pas de droit d'aller vers qui que ce soit, il attend. Donc j'attends. Merci Amadou de nous avoir accordé cet entretien. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Restez connectés sur Vox Africa pour la suite de nos programmes. Madame, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre rendez-vous « Un homme, une histoire ».
Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'un des plus grands économistes que l'Afrique ait connu. Il n'est pourtant pas très célèbre, pourtant c'est l'un des tout premiers à s'être attaqué à la question du franc CFA, notamment en Afrique francophone. Je veux parler du professeur Joseph Tundian Mpuemi. Combien d'entre vous en ont entendu parler? Pourtant, dès 1981, il écrit « Monnaie, servitude et liberté ». Une véritable bombe dans l'environnement de cette époque. Dans ce livre, il essaye de démontrer qu'il est impossible pour le continent africain de se développer sans avoir sa propre monnaie. Il dénonce déjà à son époque les affres de la monnaie coloniale qu'est le franc CFA. Le professeur Tundian Mpuemi est un intellectuel de très haut vol. Après avoir fait ses études et enseigné en France, il va enseigner notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan et bien sûr dans son pays d'origine, le Cameroun. Une chose est certaine, les écrits de Tundian Mpuemi dérangent considérablement à cette époque. Et c'est pour cela qu'il va se retrouver dans une configuration où il sera combattu. Le professeur Tundian Mpuemi va finalement trouver la mort dans des circonstances troubles qu'on qualifierait aisément de mystérieuses en 1984, seulement quelques années après son célèbre livre « Monnaie, servitude et liberté ». Au regard de sa mort, toutes les théories étaient possibles, parce qu'on savait effectivement qu'à cette époque-là, tous ceux qui avaient une position iconoclaste, tous ceux qui osaient déranger, entre guillemets, se faisaient tout simplement assassiner. Ce qui est dramatique aujourd'hui pour nous, c'est qu'un intellectuel de ce niveau ne soit pas célébré dans les universités africaines. Que cela soit dit et clair pour tout le monde. Le professeur Tundian Mpuemi devait être enseigné dans toutes les facultés d'économie en Afrique. Il a prouvé qu'il en avait la capacité et surtout l'étoffe. Mais au lieu de ça, nous avons des professeurs aujourd'hui qui se gargarisent d'être keynésiens, alors que nous avons à côté de nous des intellectuels africains qui ont impacté et qui connaissaient très bien les problèmes de l'économie africaine. Je vous ai parlé dans un autre épisode, notamment de Castor Osende Afana, qui était l'un des premiers docteurs dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Mais toutes ces personnalités-là, tous ces intellectuels sont totalement absents de nos universités. Aujourd'hui, on devrait avoir une chaire Tundian Mpuemi dans les facultés d'économie dans des universités africaines, pour ne pas dire dans son pays, le Cameroun. Je vous invite donc à aller découvrir ou redécouvrir le professeur Tundian Mpuemi, notamment tous les panafricanistes, tous ceux qui se battent jour et nuit contre le franc CFA. Son livre « Monnaie, servitude et liberté » est une véritable Bible qui est heureusement encore disponible, que vous pouvez retrouver si vous faites un minimum d'efforts. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous « Un homme, une histoire ». Aujourd'hui, je vous amène au Ghana et nous allons à la découverte de Kwame Nkrumah, le tout premier président du Ghana libre. Il est réputé aujourd'hui être l'un des plus grands panafricanistes que l'Afrique ait connu. D'ailleurs, il organise en 1945 le 5e congrès panafricain en Grande-Bretagne. C'est l'un des Africains qui était convaincu que l'avenir de l'Afrique passait par son unité. Il faut le dire, il est l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, la fameuse OUA. Et justement, cette même année-là, il publie son célèbre livre « L'Afrique doit s'unir ». Mr. Chairman, it is vital to emphasize this problem of disarmament, and I suggest that this conference should call upon the powers of the world to disarm. Monsieur le Président, il est essentiel d'insister sur le problème du désarmement. Je propose que cette conférence appelle toutes les puissances du monde à désarmer. Elles doivent désarmer pour s'assurer qu'elles ne peuvent pas se frapper les unes les autres. Donnons-leur une maxime positive. Si vous voulez la paix, cessez de préparer la guerre. Pourquoi la guerre et pourtant il n'y a pas de paix?
Hier encore, l'Union soviétique a fait exploser son engin nucléaire. Only last night, the Soviet Union exploded a nuclear device. This is a shock to me. Ce fut un choc pour moi et pour vous tous. Mais c'est un choc qui peut révéler le danger suprême auquel l'humanité est confrontée. L'impérieuse nécessité de la paix et l'urgence de la signature d'un traité de désarmement complet et général. And the urgent need to sign a treaty for complete and general disarmament. Kwame Nkrumah était un chancre de l'autodétermination des peuples. Il a contribué énormément à la libération de plusieurs pays en Afrique. D'ailleurs, il avait transformé son pays, le Ghana, en une véritable terre d'exil pour tous les panafricains qui étaient oppressés à travers le monde. Mais seulement, la fin de Kwame Nkrumah ne va pas être aussi consensuelle que celle de certains héros africains. Il va, du fait d'avoir été proclamé président à vie, être victime d'un coup d'État et se retrouver en exil où il trouvera finalement la mort. Mais il faut noter que cela n'enlève en rien l'énorme travail que Kwame Nkrumah aura fait, notamment dans la construction de ce qu'il appelait déjà à l'époque les États-Unis d'Afrique. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.